Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, il y a un an, en clôture de votre 10e colloque, j'évoquais les principaux défis que, selon moi, l'autorité devait rapidement relever pour assumer correctement les missions qui sont les siennes dans le domaine répressif. D'abord, les défis qui procèdent de la mise en place de plus en plus importante, qui est de la place de plus en plus importante qui est donnée à la protection de la vie privée et des droits individuels dans notre ordre juridique et qui modifie en profondeur la conduite de nos enquêtes et de notre action répressive. En second lieu, les défis qui sont liés à l'évolution des pratiques financières et des modes de commercialisation des produits avec le développement des offres de produits via Internet qui favorisent la commercialisation de produits atypiques, souvent toxiques. Je concluais alors sur un mode optimiste en espérant pouvoir confirmer devant vous cette année les progrès accomplis. S'il est prématuré de conclure, je crois pouvoir indiquer que nous sommes en bonne voie de relever ces deux défis. J'y reviendrai. Comme prévu, de nouveaux défis sont apparus. Ce ne sont pas ceux, malheureusement, de l'articulation entre les poursuites engagées au niveau européen et celles qui sont engagées au niveau national, puisque les pouvoirs de supervision de l'autorité européenne des marchés financiers, désormais je l'appellerai ESMA si vous voulez bien pour simplifier, les pouvoirs ne semblent pas devoir être significativement renforcés dans le cadre de la revue des autorités européennes de supervision qui est en discussion entre les co-législateurs européens. Ces nouveaux défis, en fait, ce sont ceux qui découleraient d'un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord négocié, donc sans période de transition, donc ce que l'on appelle un no-deal Brexit, pour ne pas utiliser le terme de hard Brexit. 3 points donc dans mon intervention ce soir. Évoquons tout d'abord les réponses apportées à l'évolution substantielle de la portée donnée par notre environnement juridique à la protection des droits individuels. Cette problématique a une dimension internationale, celle qui est liée à la coopération entre autorités de supervision, et une dimension nationale qui concerne le recours aux factures détaillées des opérateurs de téléphone, les FADET. Les échanges d'informations et de données à caractère personnel entre superviseurs sont précieux pour mettre à jour et poursuivre les abus de marché. Ce sont les compléments indispensables à la globalisation des marchés financiers. Cet échange de données s'effectue dans le cadre d'un Multilateral Memorandum of Understanding, un MMOU de l'OICV, qui a été adopté en 2002 sous l'impulsion d'un de mes prédécesseurs, Michel Prada. Ce dispositif multilatéral a constitué une avancée majeure en matière de coopération internationale, remplaçant les accords bilatéraux existants. Depuis 15 ans, ce dispositif a démontré son attractivité avec aujourd'hui 118 signataires et son efficacité. Ainsi, en 2017, 4800 requêtes ont été traitées sous l'égide de ce MMOU. Le nombre de requêtes a ainsi doublé, 4800, il a doublé en 5 ans. Or, le cadre des échanges entre les superviseurs de l'Union européenne et les superviseurs des pays tiers devait être revisité avec l'entrée en application le 25 mai du règlement européen sur la protection des données, règlement d'avril 2016, mais qui n'est entré en vigueur, en application, que le 25 mai 2018. Le Comité européen de la protection des données, CEPD, organe indépendant en charge de l'application homogène du règlement GDPR dans l'Union, a adopté le 25 mai des lignes directrices relatives aux dérogations prévues par un article du règlement GDPR, l'article 49, et en particulier a précisé la portée qu'il convenait de donner à la dérogation qui est prévue pour transfert nécessaire pour des motifs importants d'intérêt public. Les considérants de GDPR, sont les considérants 111 et 112, fixent bien dans quel esprit la réglementation doit être mise en œuvre. Je cite, « Il convient également de prévoir la possibilité de transfert lorsque des motifs importants d'intérêt public établis par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre l'exigent. Ces dérogations devraient s'appliquer
par exemple en cas d'échange international de données entre autorités de la concurrence, administration fiscale ou douanière, entre autorités de surveillance financière, entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relatives à la santé publique, etc. Néanmoins, malgré ces considérants, les lignes directrices du CEPD précisent que lorsque des transferts sont effectués dans l'exercice normal des activités ou des pratiques, le CEPD encourage vivement, c'est donc petite précaution quand même, pas combinatoire, encourage vivement tous les exportateurs de données, en particulier les organismes publics, par exemple les autorités de surveillance financière qui échangent des données dans le contexte des transferts internationaux de données à caractère personnel à des fins de coopération administrative. On est bien donc dans nos échanges. Donc le CEPD encourage vivement ces exportateurs de données à encadrer ceux-ci en mettant en place des garanties appropriées conformément à l'article 46, plutôt qu'en se fondant sur la dérogation prévue à l'article 49 que je viens d'évoquer en premier lieu. Bien qu'on puisse considérer que ces lignes directrices vont un petit peu au-delà de ce qu'exige le règlement lui-même, une négociation s'est engagée à l'OICV pour intégrer les exigences du dit article 46 dans des modalités administratives spécifiques. C'est ce qu'on appelle en anglais un administrative arrangement qui serait document qui serait annexé au MMOU existant et document qui serait signé entre les autorités de l'Union et celles des pays tiers. Je pense que nous pensons à ce stade que ce document pourra être signé, et nous sommes en fin de processus, ce document sera signé à la fin de cette année. Un autre aspect de la coopération internationale concerne le statut des auditions réalisées à notre demande dans un pays étranger. Je crois que Benoît en a dit quelques mots. Elles sont effectuées par l'autorité locale selon des procédures en vigueur dans ce pays, donc dans certains cas, dans un cadre qui n'est pas pleinement conforme aux exigences de notre droit. C'est en particulier donc le cas lorsque l'audition s'effectue sur une base contrainte, c'est-à-dire lorsque la personne est obligée de se présenter, de répondre aux questions posées sous peine de poursuite pénale. Il apparaît désormais que les déclarations ainsi recueillies ne peuvent être utilisées contre la personne auditionnée pour la sanctionner, c'est le principe de non-incrimination. La question de leur utilisation contre un tiers à l'audition, reste pendante dans mon esprit. Dans ce domaine, j'attire également votre attention sur un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal, je ne sais pas si tu l'as cité, peut-être non, du 29 août 2018, qui statuait sur un recours d'employés de la filiale canadienne d'Ubisoft contre l'AMF et contre l'AMF du Québec aussi, contestant tous les actes effectués par l'AMF du Québec dans le cadre de l'assistance apportée à l'AMF française, et demandant, in fine d'ailleurs, de condamner solidairement les deux autorités à verser plus de 2 millions de dollars canadiens d'indemnisation. Les demandeurs avaient été poursuivis et condamnés le 7 décembre 2007 par la Commission des sanctions dans le cadre d'un dossier de manquement d'initié. La décision du 29 août valide l'ensemble de la procédure suivie au Québec et déboute totalement les plaignants, ce qui, si cette analyse est confirmée en appel, il y a un appel sur cette décision, eh bien, cela conforte à l'évidence la coopération entre nos deux pays. Ces deux éléments pour établir le fait que la coopération internationale n'est pas morte et au contraire, elle peut se poursuivre, voire s'amplifier. La problématique des fadettes est bien connue. Faute d'avoir été modifiée, la procédure prévue dans le Code monétaire et financier depuis 2001 et qui permet à l'AMF d'obtenir la communication des données de connexion a été déclarée inconstitutionnelle à l'occasion de questions prioritaires de constitutionnalité soulevées en début d'année 2017 et transmises par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel. Dans sa grande sagesse, et pour laisser au législateur le temps de concevoir un nouveau dispositif compatible avec le droit au respect de la vie privée, le Conseil constitutionnel
qui a donc déclaré le cadre actuel non conforme à la Constitution, a différé la date d'abrogation de l'article contesté du Code monétaire. Il l'a différé au 31 décembre 2018. Compte tenu de l'importance du recours au FADET dans le cadre de nos enquêtes, en particulier pour constituer un faisceau d'indices convaincants dans le cas d'opérations d'initiés, il importait donc que le cadre législatif évolue rapidement. Nous nous y sommes attelés avec les services de l'État concernés. Le souci était double. D'abord, pallier les motifs d'inconstitutionnalité évoqués par le Conseil constitutionnel, en prenant également en compte les conditions posées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un cas similaire. Premier aspect. Deuxième aspect, il convenait aussi de mettre en place une procédure pleinement adaptée aux besoins de l'AMF et qui n'alourdisse pas de façon inappropriée ces procédures. Ainsi, un contrôle préalable serait désormais effectué par un contrôleur des demandes de données de connexion nommé par décret pour une durée de 3 ans renouvelable parmi les membres du Conseil d'État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation. Cette solution, en tant qu'elle fait appel à une entité administrative indépendante, correspond parfaitement aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le dispositif resterait donc dans le cadre d'une décision non juridictionnelle rendue par un magistrat chargé d'une mission administrative. Il apparaît adapté aux exigences de célérité et d'efficacité des enquêtes de l'AMF. Il ne perturbe pas la procédure d'aiguillage avec le PNF. Il ne présente pas les inconvénients du recours au JLD, alors que les demandes de données de connexion de l'AMF appellent une expertise spécifique et une continuité dans leur traitement. Ce dispositif, incorporé dans un premier temps dans le projet de loi Pacte, a fait l'objet d'une analyse détaillée du Conseil d'État, qui a conclu ainsi, je le cite, « Le projet de loi instaure un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu'à celles relevant du droit de l'Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée. Il a depuis été transféré dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la fraude, et tout laisse donc à penser que l'échéance fixée par le Conseil constitutionnel sera bien respectée, puisque cette loi est attendue pour déboucher de façon définitive la semaine prochaine. Le second défi que nous avons à relever est celui de l'évolution en profondeur des produits d'investissement et de leur mode de commercialisation. Je me limiterai à évoquer dans ce domaine 2 points. L'utilisation par l'ESMA de son pouvoir d'intervention dans la commercialisation de certains produits toxiques et l'élaboration d'un corpus réglementaire pour traiter des questions relatives aux crypto-actifs. L'ESMA a donc mobilisé les nouveaux pouvoirs que MIFIR lui donnait pour interdire dans l'Union européenne la commercialisation auprès de la clientèle de détail des options binaires à compter du 2 juillet 2018 et de certains CFD sans protection intrinsèque à compter du 1er août. Cette interdiction a à l'évidence porté ses fruits et conjuguée avec les efforts déployés par l'AMF dans ce domaine. Il faut avoir en tête que l'AMF a obtenu à la suite de ses actions en justice et de ses mises en demeure le blocage de l'accès à plus de 130 sites illicites depuis 2014. Donc, en conjuguant ces différents efforts, eh bien, une réduction très importante des opérations effectuées sur les plateformes spécialisées dans le Forex ainsi que sur les réclamations enregistrées sur ces produits a été obtenue. Mais ce dispositif soulève de sérieux problèmes car l'interdiction de l'ESMA ne peut être que temporaire avec une période de 3 mois renouvelable. Le renouvellement a certes été effectué, il y a 1 mois pour les options binaires et il y a quelques jours pour les CFD concernés, mais cette période est manifestement trop courte et donc on est conduit mécaniquement à passer la main aux autorités nationales parce que les autorités nationales
la durée de l'interdiction qu'elles peuvent reprendre, cette durée n'est pas limitée. Mais à l'évidence, on voit que la transition va être délicate à opérer. Il est à craindre que lorsque l'ESMA ne renouvellera plus son interdiction, et cela va intervenir dans une... On renouvelle une fois, on renouvelle 2 fois, on renouvelle 3 fois, mais on ne renouvelle pas 10 fois, parce qu'à ce moment-là, on devient permanent. Eh bien, à ce moment-là, lorsque l'ESMA ne renouvellera plus son interdiction sur l'ensemble de l'Europe, une multitude de régimes nationaux différents apparaîtront, rendant la surveillance de produits dont la commercialisation s'effectue par Internet particulièrement chaotique. On peut regretter que la revue des ESA ne soit pas l'occasion d'étendre les pouvoirs de l'ESMA dans ce domaine. Je serai bref sur la question des cryptoactifs dont la réglementation fera l'objet des prochains entretiens de l'AMF. Je me limiterai à ce stade à 2 points. D'abord, la nécessité d'avoir une réglementation fondée sur 3 piliers. Une réglementation dans ce domaine doit traiter le marché primaire, les ICO, les plateformes offrant des services, transactions, conservation, et la commercialisation. Ces 3 piliers sont indispensables pour traiter la question de la réglementation du domaine des cryptoactifs. J'ai bon espoir que ces 3 piliers soient traités dans le cadre de la loi Pacte, ce qui doterait la France d'un cadre réglementaire complet. C'est mon premier point. Les 3 piliers sont nécessaires. Le second point, c'est l'originalité de la démarche proposée par l'AMF, qui repose sur bien des points sur un cadre réglementaire optionnel. Les régulateurs aiment généralement les réglementations contraignantes pour tous. L'optionnalité n'est pas dans leur gène. Nous considérons cependant que compte tenu du caractère non stabilisé des caractéristiques de ces opérations, de leur ancrage national faible, qui se traduit par une localisation simple à modifier, ainsi que de l'absence d'approche internationale commune, même à l'intérieur de l'Europe, une réglementation totalement contraignante serait à ce stade inefficace et contre-productive. Nous proposons donc un visa optionnel de l'AMF, nous proposons donc un statut optionnel pour les plateformes. Naturellement, les diligences de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme seraient bien sûr, elles, obligatoires pour tous. Cette approche réglementaire originale me semble la plus appropriée pour permettre des innovations tout en proposant un encadrement rassurant pour les acteurs du secteur. J'en viens à mon dernier point qui concerne le Brexit. Le Brexit, on pourrait en parler, mais je vais me concentrer sur un certain nombre de points qui touchent le domaine répressif. Le Haut Comité juridique de la place financière de Paris a produit sur le sujet du Brexit de nombreux travaux très éclairants, très utiles pour les autorités publiques, mais également, je crois, pour l'ensemble des acteurs de la place. Je vous y renvoie et je vais donc attirer ce soir l'attention sur les conséquences possibles du Brexit sur la qualité de notre surveillance du marché et, partant, sur notre capacité à détecter et poursuivre les abus de marché. Dans le cadre de MIF puis de MIF 2, nous avons mis en place dans l'Union un système informatique qui permet à chaque autorité nationale de récupérer sur une base quotidienne le détail des transactions effectuées dans les autres pays de l'Union sur les valeurs dont il a la responsabilité. Ces déclarations passent par l'ESMA via une application dite TREM pour Transaction Reporting Exchange Mechanism. Environ 500 millions de transactions font ainsi l'objet d'échanges chaque mois. 500 millions de transactions chaque mois. 72% de ces déclarations sont émises par le Royaume-Uni en direction des 27 autres pays de l'Union, donc l'UE 27. 72% des 500 millions. Ces 27 pays, la future UE de demain, ces 27 pays émettent 11% des déclarations vers le Royaume-Uni. Ce qui signifie, si vous faites un petit calcul, qu'il y a 17% des transactions qui sont faites entre les pays de l'Union européenne à 27. Ça signifie qu'en cas de Brexit, sauf à parvenir à un accord spécifique avec la FCA,
les 27 pays de l'Union perdront l'accès systématique aux détails d'une grande partie des transactions effectuées sur les valeurs qu'ils doivent surveiller. Certes, ils pourront toujours avoir recours à l'entraide ponctuelle dans le cadre du MMOU de l'OICV que j'ai mentionné tout à l'heure, mais à l'évidence, la perte de substance sera très significative en l'absence de relocalisation dans l'Union d'une grande partie des opérations qui ont aujourd'hui lieu au Royaume-Uni. L'ESMA n'ayant probablement pas la capacité de remettre en place dans des délais raisonnables un tel transfert de données, il convient que les autorités nationales intéressées à poursuivre l'échange établissent avec la FCA les canaux appropriés. C'est un des nombreux chantiers qu'il nous faut ouvrir sans tarder dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je m'arrêterai là sur ces sujets, mais je vous remercie de votre attention, je vous remercie de la participation à cette conférence très très utile, je crois, pour tout le monde. Je vous invite à poursuivre les échanges avec la présidente et les membres de la commission des sanctions, je crois, pendant un cocktail que vous nous proposez. Je ne me trompe pas. Ce n'est pas une promesse. Alors, bien si. Voilà, merci beaucoup.